Contrairement à une idée reçue, le premier ready-made n'est pas la roue de bicyclette, qui est de fait un assemblage d'objets, mais le porte-bouteille que Marcel Duchamp s'était contenté de signer. Il en donnait d'ailleurs une définition très explicite. Objet usuel, promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste. Malgré l'ironie et les réserves de Duchamp lui-même, il ne faudrait pas sous-estimer l'importance du ready-made, puisqu'une bonne part de l'art contemporain en découle. Par la négation provocatrice qu'il a représentée, le ready-made a bousculé le rapport des artistes au réel, mais aussi leur responsabilité morale. Tout en invitant les artistes à réaffirmer leur pouvoir souverain, il en a en effet démontré la dérisoire efficacité. À l'œuvre d'art unique, c'est juste opposé la multiplication de l'objet manufacturé. Seulement voilà, employée par d'autres que son inventeur, la notion de ready-made s'est considérablement affadie. J'en veux pour preuve que le monde de la finance s'en est emparé, faisant d'un catalogue kitsch le symbole de sa puissance. L'artiste le plus représentatif peut-être de cette tendance du ready-made actuel est l'américain Jeff Koons, qui eut la révélation de l'art alors qu'il était trader à Wall Street. Aspirateur, ustensiles de cuisine, lapin gonflable, petit cochon en sucre, bibelot rococo avec reine du porno, Jeff Koons essaye de comprendre pourquoi et comment des objets ou des produits de grande consommation peuvent être glorifiés. Le problème, c'est que Marcel Duchamp avait largement répondu à cette question dès 1914. Il n'en reste pas moins que Puppy, sculpture monumentale d'un chien de salon réalisée avec plus de 100 000 fleurs, est une œuvre spectaculaire et amusante, comme vous pouvez le vérifier au musée Guggenheim de Bilbao. En 2008, Versailles a accueilli une exposition Jeff Koons dans les appartements royaux et les jardins du château. Rabbit, l'une des créations les plus emblématiques de Koons, était exposée dans le salon de l'abondance. Son grand vase de fleurs, hommage à la maternité, dans les appartements de la reine Marie-Antoinette, précisément dans la pièce où les princes héritiers de la couronne étaient mis au monde. Lobster, son fameux homard gonflable, dans le salon de Mars. C'était la première exposition monographique consacrée à cet artiste en France et 17 de ses œuvres y étaient présentées. Contrairement à ce qu'un marketing plus servile qu'habile a prétendu, l'exposition Jeff Koons à Versailles a fait la joie des enfants bien plus qu'elle n'a scandalisé le bourgeois. Les prosélytes de la culture dominante n'ont pourtant pas ménagé leurs efforts, mais la mayonnaise du scandale n'a pas pris. Même la vénérable Société des Amis de Versailles, forte de 6000 membres, a refusé de polémiquer, s'en remettant au public. Celui-ci, peut-être soucieux de coller à l'air du temps, a fait un accueil enthousiaste au homard et à ses amis les petits lapins. On notera tout de même qu'avant d'être nommé à Versailles, l'organisateur de l'exposition Jeff Koons était directeur du Palazzo Grassi à Venise, propriété d'un industriel français, grand collectionneur des œuvres d'un certain Jeff Koons. Comme l'écrivait le grand historien d'art Michel Ragon, la société bourgeoise s'accommodera toujours mieux de Gauguin à Tahiti que de Courbet place Vendôme. Elle sait très bien accommoder de Jeff Koons à Versailles, la société bourgeoise. Mais les principaux acheteurs de l'artiste américain, l'industriel français dont je parlais un peu plus haut, et l'inénarrable Bernard Madoff, savent-ils qu'au-delà de l'investissement marchand, leur goût immodéré pour les ready-made de Koons relève d'abord d'une culture du kitsch qui remonte à leur petite enfance, tant il est vrai que retrouver la saveur sucrée des porcelaines de Saxe et des calendriers des PTT n'a pas de prix.